Chers invités, chers collègues, Monseigneur, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, bonsoir et bienvenue à notre séance de rentrée académique 2023-2024. Le thème de notre dernière séance académique de rentrée interrogeait l'avenir de l'enseignement supérieur par le spectre politique. Cette année, le curseur a été recentré sur nos missions en tant que haute école et notre projet. En effet, cette nouvelle année académique initie un travail en fil rouge tout au long de l'année, ayant pour objectif la refonte du projet pédagogique, social et culturel, document de référence connu sous l'abréviation de PPSC, et dont la dernière version date de 2013-2014. Ce document définit, entre autres, les différentes missions de la haute école, les spécificités de l'enseignement de type court et de type long qui y sont dispensés, et il définit également les valeurs de notre haute école, ainsi que sa finalité, qui est, de former des professionnels compétents, capables de participer à la construction d'une société démocratique, équitable, solidaire, créative, dynamique et respectueuse des personnes et de l'environnement. Les objectifs de formation sont le développement de compétences, articulation des savoirs, savoir-faire et savoir-être. Bien sûr, ce développement de compétences est le fruit d'un apprentissage basé sur une réflexion permanente. Ce soir, des orateurs de renom, venant de secteurs différents, viendront poser la première pierre de cette réflexion pour démarrer cette année de travail. Le tout sous l'œil et la plume affûtée de M. Kroll, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous ce soir, pour croquer la séance sur le vif et en direct sur notre écran. Merci M. Kroll d'être avec nous ce soir. Vous êtes chez vous, vous intervenez quand vous voulez. Pour démarrer cette séance, je cède immédiatement la parole à M. Bernard Fels, président du pouvoir organisateur d'ELPOM. Mesdames, Messieurs, chacune et chacun se met au titre et fonction. Au nom du conseil d'administration de la Haute École d'Ivry-Lausanne, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette séance d'ouverture de l'année académique 2023-2026. On vient de vous présenter le thème général. Je vais donc passer tout de suite à une contribution personnelle sur cette question. Au fond, le projet pédagogique, social et culturel a 10 ans. Ce qu'on est en train de faire, c'est quelque part une sorte de mise à jour, et de mise à jour importante. Alors, quand on fait une mise à jour, il faut essayer de cerner un peu quels sont les éléments de contexte qui ont évolué. Et je vous propose, en un premier temps, de passer rapidement, d'évoquer 3 éléments de contexte qui me paraissent importants depuis une dizaine d'années. Toute la problématique du réchauffement climatique. Ça fait 30 ans qu'on en parle. Mais c'est clair que il est de plus en plus évident que la contestation était purement artificielle. Donc on est dans un registre où on n'a pas le choix. Un des problèmes du réchauffement climatique, c'est que ce développement technologique, et par conséquent la science, qui en est partiellement responsable. Donc on est devant une image ambiguë de la science et du rapport science-technologie et de la dynamique sociétale. D'une part, ça paraît très clair que c'est en grosse majorité à cause des développements technologiques mal maîtrisés qu'il y a eu un effet de serre et par conséquent il y a le problème climatique. Mais d'un autre côté, il faut bien reconnaître que les donneurs d'alerte, ce sont des scientifiques et que qu'éventuellement, là ça se discute fort, c'est fort en débat. Je suis invité dans 15 jours pour les ingénieurs sur la question, est-ce que la science est vraiment porteuse de solutions? Donc on est dans une dynamique, si vous voulez, d'un rapport ambigu à la science. Et ça, c'est neuf. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de rapport ambigu à la science. La science était le lieu de progrès. Maintenant, le concept de progrès lui-même se voit contesté. Donc on est devant des courants antiscientifiques grandissants qui prennent de plus en plus de place. Et ça demande à y réfléchir.
compte. Hein. Deuxième point, me semble-t-il, de contexte, c'est la problématique du Covid. La problématique du Covid a changé aussi profondément le rapport de la science à la prise de décision politique. Alors c'est pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur d'une certaine manière, parce que le pire a sans doute été évité grâce à la science, c'est tout un débat, mais n'empêche que lorsque vous devez gérer à vue une crise telle que la pandémie, ben, il y a nécessairement un tâtonnement qui nourrit aussi le scepticisme par rapport à la science. D'autre part, dans ce même contexte, on sait que les réseaux sociaux ont un effet tout à fait pervers et tout à fait imprévisible. Il y a toute une série de fake news et d'informations suspectes qui s'amplifient et qui se nourrissent précisément par cette problématique des réseaux sociaux. Inversement, alors ça c'est plus pour les pédagogues, à toute la question du travail à distance, que ce soit en termes pédagogiques, que ce soit entre nous, vient sur le tapis. Troisième point, et qui paraît très fort depuis 10 ans, ça c'est encore le plus spécifique, je dirais presque. On pourrait parler d'une démocratie en difficulté. Quand on voit le nombre de pays où l'extrême droite est au pouvoir, hein, depuis l'Italie à la Suède, en passant par la Pologne et par la Hongrie, sans prendre en compte des pays où l'extrême droite est dans la porte, j'ai presque envie de dire. Prenez la France avec le Front National, regardez les Pays-Bas. Donc on est quand même dans une phase où la démocratie est en difficulté. Pire, enfin je dis pire sur le plan symbolique. Enfin, je ne pensais jamais dans mon existence avoir à observer le comportement d'un président des États-Unis qui envoie ses troupes pour foutre le feu au Capitole parce qu'il a perdu des élections. Donc ça veut dire que même la démocratie américaine est fragile. Donc là, c'est une donne tout à fait importante. Quelle est la responsabilité des deux écoles là-dedans? Je pense que c'est une question absolument décisive. En conclusion, si vous voulez, de ce survol rapide, hein, je dirais qu'il y a une montée en puissance donc, des courants de type irrationnel. Il y a remise en cause du discours scientifique, il y a même une remise en cause du concept de progrès. J'ai lu, c'était dans le Monde de l'époque, je pense que c'est une des dernières campagnes présidentielles, le mot progrès n'a pas été prononcé. Donc on est clairement devant une société qui doute. Il y a 30 ans, le progrès, on était sûr, on allait vers le progrès. Maintenant, on voit bien qu'on va dans le mur. À tel point que même le concept de progrès ne peut plus être prononcé. Mais ça veut dire que quelque part, c'est comment vous mobilisez une société si vous n'avez pas quelque part un concept de progrès. Fin de la première partie, hein, j'y vais rapido. Quelle réflexion proposer en vue du projet pédagogique socio-culturel, donc le PPSC? Dans un texte récent qu'on a produit, Elmo était très sur le coup, hein, dans ce qu'on appelle l'émission d'école chrétienne, dans le cas particulier des hautes écoles, il y a un concept qui me paraît très porteur. C'est le concept d'une confiance critique en la raison. Ça veut dire quoi? Vous savez, le moment moderne, c'est l'inauguration, je dirais presque, de la science par Galilée. Ça montre très clairement au XVIIe siècle. Le moment moderne s'est construit sur une confiance en la raison. Je dirais presque une confiance aveugle en la raison. Alors je vais aller rapido, hein, mais on peut dire que quelqu'un comme Hegel, c'est vraiment le sommet dans cette confiance aveugle en la raison. Parce que précisément, il prône le concept de savoir absolu. Le XXe siècle, c'est la prise de conscience de la finitude de la raison. Et être conscient de la finitude de la raison, est-ce que ça veut dire laisser tomber la raison? Bien non. Donc ce qui est prôné, me semble-t-il, si vous voulez, et ce qu'on défend dans ce document, c'est une sorte de confiance. On garde confiance en la raison, mais en tirant les leçons de l'histoire. Tirer les leçons de l'histoire, c'est prendre conscience de la finitude de la raison. Ça veut dire quoi très concrètement? Je vais approfondir un peu à partir de trois thématiques. Raison et connaissance, raison et éthique, et raison et signification. Raison et connaissance, ça veut dire quoi? On peut dire qu'il y a la finitude de la raison, se trouve dans... On peut le voir de deux manières. Chaque discipline scientifique dit le vrai.
Mais chaque discipline scientifique a des limites liées à ses présuppositions elles-mêmes. Un médecin ou un biologiste, il dit le vrai concernant le fonctionnement du corps. Mais être humain, c'est pas seulement être un corps qui fonctionne. La présupposition de toute la médecine occidentale est que la différence entre l'animal et l'humain est complètement minime. C'est une présupposition défendable, et qui ne s'impose pas nécessairement. Donc, vous savez, à côté d'une reconnaissance de la force de l'explication scientifique, il est absolument essentiel d'avoir une reconnaissance des limites de l'explication scientifique. C'est uniquement à partir du moment où vous êtes conscient à la fois de la force et des limites de chaque discipline que vous êtes capable de mettre diverses disciplines ensemble, en ayant toujours en tête qu'en plus, même si vous mettez diverses disciplines ensemble, vous n'arrivez pas à savoir total. On distingue très fort maintenant le concept de savoir total et de savoir global. Il y a des approches scientifiques globales et qui ne sont pas totales. Il y a toujours des choses qui échappent. La réalité est toujours plus complexe que ce qu'en disent les scientifiques, même si ce que disent les scientifiques est pertinent. C'est un premier regard critique sur la science. C'est une confiance critique. Deuxième confiance critique sur la science, les alliances de la science et des puissances financières sont évidentes. De même d'ailleurs que les puissances armées. La science n'est plus quelque chose de pur, on fait quelques équations tout seul dans son coin. Tout scientifique est pris dans un réseau d'âge. Et depuis une trentaine d'années, il y a des analyses critiques très précises, précisément, des alliances contre nature de la science. Eh bien, critiquer les alliances contre nature de la science, ce n'est pas être anti-scientifique. Il n'est pas contradictoire de regretter que, bon, si vous prenez la problématique du Covid, c'est clair que les pharmaciens sont, enfin, je veux dire, la pharmacie, l'industrie pharmaceutique a eu un contrat avec l'Europe qui était mirobolant. L'Europe était très critiquée sur ce point. Mais ce n'est pas contradictoire de critiquer l'Europe sur le point de contrat avec l'industrie pharmaceutique et de dire que pour finir, l'industrie pharmaceutique a bien fait son boulot sur le plan épistémologique. Donc, vous voyez, il me semble que dans les courants antiscientifiques qui sont de plus en plus présents, il y a des confusions entre une critique épistémologique et une critique sociologique. Or, c'est deux choses à distinguer complètement, et ça fait partie de notre boulot et du boulot d'un prof en haute école, à la fois d'initier à la rigueur et à la force d'une explication scientifique, et d'initier avec la même rigueur aux limites de la discipline, qu'elle soit d'un point de vue épistémologique, qu'elle soit d'un point de vue sociologique. Deuxième point, raison pratique. La raison pratique, sur les, d'une certaine manière, c'est l'éthique et la philosophie politique. On a un peu l'image, de manière un peu rapide, si vous voulez, que l'éthique, au fond, chacun, il n'y a pas d'éthique. Il n'y a pas d'éthique commune. Voilà. Chacun a son éthique. Si vous creusez un peu philosophiquement, les choses sont un tout petit peu compliquées. Aux étudiants, j'ai des débats avec les étudiants, je dis aux étudiants que je vous dis, vous pensez ce que vous voulez, bien entendu, de leur point. Mais de grâce, gardez la possibilité de condamner Hitler. Qu'est-ce qui s'est passé au tribunal de Nuremberg? Il y a une éthique universaliste qui a condamné une éthique particulière. Hitler a une éthique. Il faut voir, c'est choquant de dire cela, mais Hitler a une éthique. C'est quoi une éthique? C'est un système de valeurs auquel on articule son action. Non seulement il a une éthique, mais il avait le sens d'une efficacité tout à fait effarante. D'accord? Au nom de quoi voulez-vous condamner Hitler? Le racisme. La Belgique est un des rares pays au monde où il y a une loi antiraciste. Il y a donc des valeurs partagées dans une société. Une société ne sait pas vivre sans valeurs partagées. Et les valeurs partagées, c'est quoi? Si vous voulez, d'une certaine manière, pendant tout un temps, à la limite jusqu'à une cinquantaine d'années, donc même si philosophiquement ça va beaucoup plus loin, pendant tout un temps, on a cru que s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de valeur. Avec tout le respect que j'ai pour l'enseignant, que je connais bien, il a fait la philo, donc il est d'accord avec moi sur ce point. Il n'y a pas de culture qui n'a pas une éthique.
Et la traduction philosophique fait remonter au grec. Aristote, l'éthique à Nicomate. Tout philosophe, c'est ça. Les êtres humains sont capables de se donner une éthique par eux-mêmes. Non seulement, alors précisément dans le rapport à la raison, ce qui s'est passé au moment de la modernité, c'est qu'il y a une tentative d'essayer de fonder l'éthique dans la rationalité. On peut dire ça foiré. Mais les post-kantiens, ils nous disent qu'on se met d'accord sur des valeurs. Qui c'est qui doit défendre, je sais, l'esclavage? Bon, il y a 150 ans, il y a la guerre civile aux États-Unis pour la mission de l'esclavage. Donc, si vous voulez, l'idée, le regard des philosophes sur l'éthique actuellement, c'est de se dire que, par la raison, les humains doivent être capables de discuter et de se mettre d'accord sur des valeurs partagées. Quelles valeurs partagées qui deviennent, par le fait même, universelles? Et les droits de l'homme, c'est ça. Les droits humains. Les droits humains, qu'est-ce que c'est en 1948? Après la guerre de 40, après chaque guerre, on essaie de tirer les leçons. Après la guerre de 40, on dit, bon, ça c'est fini, on a quand même poussé un peu bas. Je veux dire, on n'avait pas les moyens juridiques d'arrêter Hitler avant. Donnons-nous les moyens juridiques. Donnons-lui des valeurs communes pour organiser l'ensemble de l'humanité. C'est les droits humains. Donc les droits humains apparaissent de plus en plus comme une dimension tout à fait fondamentale de vivre ensemble. Ceci dit, à côté des droits humains, de la question du droit et de la question d'une éthique de valeurs partagées, il y a aussi la question de ce côté aristotélicien, on appelle chacun vit en fonction de sa vie bonne. Il a le droit de choisir son manière de vivre. Donc, la problématique éthique s'inscrit dans une articulation complexe de valeurs partagées que l'on donne ensemble, et d'autre part, d'une capacité de vivre en fonction de sa propre conception de la vie bonne. Et ça va voir de manière directement avec la formation que j'ai donnée à des étudiants. La dimension éthique de toute profession devient tout à fait fondamentale. Sur ce plan-là, la bioéthique, si vous faites un historique de la bioéthique, c'est tout à fait intéressant. Regardez, parce que c'est depuis 1950, les historiens font monter au tribunal de Nuremberg l'origine de la bioéthique. Et puis c'est l'association médicale mondiale dans les années 60 qui a lancé tout le travail. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'éthique est redevenue une valeur importante. Il y a tel point que maintenant, c'est dans toute la société que la question éthique se pose. Il y a 50 ans, l'argent n'avait pas d'odeur. Maintenant, on poursuit l'argent sale. On a changé de métaphore, hein. Mais n'empêche que la question éthique se pose sur le fonctionnement économique tout autant que sur le fonctionnement, médical. Et c'est grâce, quelque part, au monde médical qui a restauré l'éthique dans une dynamique où les êtres humains se sont réappropriés cette éthique. Et alors, c'est dans ce contexte-là que la question de la démocratie se pose. La question de la démocratie s'inscrit précisément dans une sorte d'organisation sociale et politique qui se donne comme objectif de respecter les droits humains tels qu'ils ont été conçus, hein, comme valeur partagée. Donc, si vous êtes devant une sorte de maladie de la démocratie, tout est con, je peux la dire maintenant, sur le plan théorique, en tout cas, ça me paraît très clair que les hautes écoles ont toute la légitimité de se mobiliser pour défendre la démocratie. Troisième point, la question de la signification. C'est quoi la question de la signification? Moi, pour dire les choses simplement. Non mais c'est très bien. Je vous préciserai quand même que dans mon cursus, j'ai donné de la philosophie à des étudiants en sciences vétérinaires. Et je me suis bien amusé. Troisième point. Troisième point. La question du sens, c'est quoi? La question du sens, si vous voulez, qu'est-ce qu'on fout sur Terre? C'est pas une question anodine, c'est une question qu'on oublie, qui n'est plus à l'ordre du jour maintenant, qui en tout cas, dans notre posture culturelle actuelle, relève de la sphère privée. Hein? Bon. C'est aussi
Et alors ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est clair, pourquoi c'est de la sphère privée? Parce que dans le rapport à la raison, on se rend compte qu'on est véritablement là, dans un irréductible pluralisme. C'est tordant. Je discute avec des classes de bioéthique en France. Quand vous posez des questions, même les plus compliquées, en éthique, les gens savent se mettre d'accord. Et si vous leur demandez pourquoi, alors là c'est la foi. Parce que bien entendu, il y a le juif qui va chercher son truc dans la Bible, puis le musulman, voilà. Alors que si vous discutez en termes d'arguments scientifiques ou d'arguments philosophiques, un accord est tout à fait possible. Mais par contre, dans le rapport à la signification, chacun a sa mythologie, chacun a son système explicatif, chacun a son système explicatif. Et qui est pourtant porté par la raison. C'est un des arguments pour dire que c'est une forme d'échec de la modernité. Si par la raison on pouvait se mettre d'accord sur tout, ben là, c'est ce qu'est la modernité. Mais il se fait que, dans le plan des significations, il se fait qu'on ne sait pas se mettre d'accord. Mais pourtant, c'est une question importante. C'est une question importante. Et même dans le concept de spiritualité. Figurez-vous que, bon, je vis à Liège, et j'étais à l'inauguration d'une exposition par un peintre, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails. Le gars qui inaugurait, je ne vais pas de deux connaître, c'est les chemins de la culture de Liège. Il a parlé 10 minutes, ça fait longtemps que je n'ai plus entendu un discours où il y avait 5 fois le mot esprit. Le mot esprit, dans le contexte actuel, n'a plus rien à voir, si vous voulez, avec enfin si, n'est plus réservé, je dirais, aux faits religieux. Il y a clairement une spiritualité athée, et bien entendu, il y a toujours une spiritualité théiste. Mais la spiritualité, c'est quoi? C'est précisément la question du sens global. Mais la question du sens global à laquelle on articule sa vie de tous les jours. Un des gros problèmes de l'écologie, c'est que l'écologie scientifique, moi j'ai fait ma thèse dans un labo en philo, c'est dans un labo qui faisait des modélisations mathématiques en écologie. C'est pas plus poétique qu'entre neurosciences, je peux vous assurer. Vous avez une écologie, c'est de la modélisation mathématique, c'est de la chosification. Donc, il y a un au-delà nécessaire à l'écologie scientifique. Et cet au-delà nécessaire à l'écologie scientifique, il prend des formes parfois complètement farfelues. Or, la raison participe aussi du registre de la signification. Mais on tombe dans le registre du raisonnable et pas du rationnel. En science, c'est rationnel parce que tous les êtres humains savent se mettre d'accord, et donc par la raison, on arrive dans un consensus. Dans la logique de la signification, on peut être compatible avec la raison, en étant pourtant, en arrivant à des conclusions complètement différentes. Si vous prenez le cas d'existence de Dieu, ça crève les yeux. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'écologie? Mais précisément, je pense que quelque part, si vous prenez le concept de respect de la nature, le concept de respect de la nature, ce n'est pas un concept scientifique. On sent bien, si vous voulez, qu'il y a des débats très forts entre une conception très fondamentaliste de l'écologie, qui voit la nature comme un intouchable, et d'autre part, d'un autre côté, certains scientifiques qui voient la nature comme un système d'objets auquel on fait n'importe quoi, et qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans un intermédiaire. On peut respecter un animal sans lui donner le même droit qu'à un humain. Donc là, lorsque vous êtes là, vous êtes précisément dans la réflexion sur la signification. Et vous donnez alors une image de la culture occidentale que l'on qualifie souvent de matérialiste et tout. Oui, bien entendu, on est dans une culture matérialiste. Mais il ne faut pas confondre matérialisme et athéisme. Il y a une spiritualité de l'athéisme. Conclusion de tout ça. Au fond, la confiance critique en la raison, c'est à la fois une prise en compte des objections pertinentes au modèle du développement actuel. On est dans un modèle, bon, je n'ai pas beaucoup développé l'aspect économique, bon, je n'ai que 10 minutes et je pense que Et donc, si vous voulez, je pense que les choses sont claires. La conclusion, c'est que d'une certaine manière, il y a une confiance à avoir dans la science, mais il y a un regard critique à avoir dans la science. Et il faut tenir les deux. Ça ouvre la porte à l'importance de la démarche éthique pour nos étudiants. Et ça ouvre la porte à l'importance de la démarche de signification.
Je vous remercie.